Mes parents m'ont mis à l'écart de la conversation de groupe pour les vacances familiales, puis ils m'ont dit, ton frère avait plus besoin de faire une pause que toi. Je n'ai rien dit, et je suis resté à la maison. Un mois plus tard, ma sœur a ouvert les réseaux sociaux, et elle m'a découvert, tout sourire, devant l'endroit précis qu'il m'avait dit, pendant des années, que je n'atteindrais jamais. Je m'appelle Ethan. J'ai 31 ans. Je travaille dans le support informatique pour une entreprise de logistique de taille moyenne. Pour 52 000 dollars par an, ce qui est la seule chose que ma famille sait. Ce qu'ils ignorent, c'est que je travaille aussi en freelance, du développement web, de la gestion de bases de données, et de petits contrats pour de petites entreprises qui m'ont trouvé sur Upwork, et qui ont continué à faire appel à moi. Les soirs, et les week-ends. 5 années de soirs et de week-ends. Le compte épargne dont ils ignorent l'existence contient 67,000 dollars, mais j'y viendrai plus tard. D'abord, le passé. J'ai besoin d'expliquer comment une famille décide, collectivement et en toute conscience, d'exclure une personne des vacances, puis de mentir à ce sujet. Parce que cela ne se passe pas lors d'une seule réunion. Cela se produit sur des décennies. De petites coupures. De minuscules exclusions. Un schéma si graduel que l'on n'en perçoit pas la forme. Jusqu'à ce que quelqu'un brandisse la photo, et dise, c'est toi. Tu es celui qui n'est pas dessus. Connor est mon frère, il a 28 ans. Il a toujours été le fils dont mes parents parlent lors des dîners mondains. Non pas parce qu'il a accompli quelque chose de précis, mais parce qu'il est à l'aise. Il entre dans une pièce comme s'il était attendu, sourit facilement, rit au bon moment. Et possède ce genre de présence qui détend les mères, et fait hocher la tête au père. Ma mère a dit un jour, lors d'un repas de Thanksgiving où 9 personnes étaient assises à table. Connor a juste ce petit truc qui fait que les gens ont envie d'être près de lui. J'étais à 2 chaises de là, en train de manger de la farce. Je n'avais pas ce petit truc. J'avais une fourchette, une assiette. Et la compréhension silencieuse que ma mère venait de décrire la personnalité de mon frère comme un don. Et la mienne comme un vide. Mais Connor n'a pas toujours été la seule version d'un fils que ma mère pouvait voir. Quand j'avais 12 ans et qu'on m'a enlevé les amygdales, Connor avait 9 ans. Il était terrifié par les hôpitaux, et refusait de venir me voir. Ma mère est restée à la maison avec lui. Mon père m'a déposé, puis est venu me chercher. Mais la nuit précédant l'opération, Connor m'a dessiné une carte. Au feutre sur du papier d'imprimante, un bonhomme allumette dans un lit d'hôpital. Avec une bulle qui disait, « T'es le plus courageux ». Avec des fautes d'orthographe. Il l'a glissé sous ma porte à 22 heures. Je l'ai toujours. Le gamin qui a dessiné cette carte. Et l'homme qui est resté silencieux dans une conversation de groupe pendant que ses parents planifiaient mon exclusion. Sont la même personne. Je garde ces 2 versions de lui dans ma tête, et aucune n'annule l'autre. Le schéma a commencé avec les célébrations. Quand Connor a obtenu son diplôme de fin de lycée, mes parents ont organisé une fête dans le jardin. Une tente, un DJ, et un buffet de tacos préparé par un traiteur appelé Soul Brothers. Qui facture 28 dollars par personne. 40 invités, 3,2 cents au total. Je le sais, parce que mon père a laissé la facture sur le comptoir de la cuisine. Et que je l'ai vu en faisant du café, le lendemain matin. Quand j'ai obtenu mon diplôme, 2 ans plus tôt, ma mère a fait des lasagnes. Le genre qui vient dans une boîte avec un sachet de fromage en poudre, et mon père m'a dit. Bien joué, mon grand, depuis le canapé, sans même se lever. Il regardait un match des Tigers. Ils ont perdu. Il semblait plus contrarié par cela, qu'inspiré par mon diplôme. Quand Connor est entré à l'université, mes parents ont emmené toute la famille dans les Caraïbes. Punta Cana, 4 nuits, dans un complexe tout compris appelé Breathless, pour 8,4 cents. Je m'en souviens, parce que ma mère en a parlé pendant 3 mois à l'avance. Comme si elle préparait un voyage sur la Lune. Des bagages assortis, de nouveaux maillots de bain pour tout le monde. Et une photo de groupe à l'aéroport, qu'elle a encadrée et accrochée au mur du salon. Cette photo y est toujours, d'ailleurs.
5 personnes souriantes, devant un panneau d'affichage des départs. Je suis dessus. J'avais 16 ans. C'était la dernière photo de famille qui m'incluait. Où tout le monde semblait se rappeler que j'étais là. Quand j'ai obtenu ma certification professionnelle en support informatique. 2 ans plus tard le compte TIAA+, et Network+, 6 mois d'études après le travail, 2 examens. Et $200 de frais que j'ai payés moi-même, ma mère a dit, c'est super, chérie, et... Dans la même phrase, m'a demandé si je pouvais jeter un œil à ses emails. Car elle recevait des spams d'une entreprise de matelas. Personne n'a proposé de payer quoi que ce soit. Personne n'a parlé d'aller au restaurant. La certification trône dans un cadre, sur mon bureau au travail. Derek m'a posé une question à ce sujet une fois, il y a 4 ans. Il a demandé, c'est difficile à obtenir? J'ai répondu, ouais. Il a dit, c'est bien pour toi. C'est plus que ce que mes parents n'ont jamais dit à ce propos. Sur le plan financier, ce schéma va bien au-delà des célébrations. Quand Connor a eu besoin d'une voiture à 21 ans. Mes parents ont co-signé un contrat de location pour une Honda Civic, à $289 par mois. Quand Connor a cessé de payer, après 5 mois, ils ont assumé la dépense. $1734. Quand j'ai eu besoin d'une voiture à 19 ans, mon père m'a dit, débrouille-toi. J'ai acheté une Corolla de 2004, avec 140 000 miles au compteur, pour $800. À un type nommé Denny, qui gérait un garage depuis chez lui. Cette voiture m'a duré 7 ans. Je me suis débrouillé. Quand le dépôt de garantie de l'appartement de Connor a dû être payé, mes parents l'ont couvert. Pour $400. Quand Paige a eu besoin de payer le premier et le dernier mois de loyer en ville. Mes parents l'ont couvert, pour $600. Quand j'ai emménagé dans mon appartement, j'ai payé ma propre caution, soit $100. Et ma mère m'a dit, tu vois, tu as toujours été indépendant. Elle a dit cela comme si c'était un trait de caractère. Ça ne l'était pas. C'était un mécanisme de survie, créé par le fait que personne ne viendrait m'aider. Je veux être précis au sujet de mon activité en freelance, car cela a son importance pour la suite. J'ai commencé il y a 5 ans. Après qu'un type dans un café m'ait demandé si je pouvais lui créer un site web pour son entreprise de paysagisme. $800. J'ai dit, oui. Je l'ai construit en 2 week-ends. Il m'a recommandé à son frère, qui dirige une entreprise de plomberie, pour 1,2 cents. Le frère m'a recommandé à un dentiste, pour $2,000. Ça a grandi, doucement. Le soir après le travail, et les week-ends. J'ai appris en autodidacte React, les thèmes personnalisés WordPress. Et l'architecture de base des bases de données. Mon tarif est passé de $30 de l'heure à $75 de l'heure, en l'espace de 4 ans. L'année dernière, mes revenus en freelance s'élevaient à $38,000. En combinant cela avec mon emploi principal, $90,000. Ma famille pense que je gagne $52,000 et que je vis dans un petit appartement. Parce que je suis celui qui galère. Je vis dans un petit appartement, parce que je suis celui qui épargne. La différence, c'est $67,000 sur un compte épargne. Dans une coopérative de crédit dont ils ignorent l'existence. Le présent. Il y a 3 mois, ma mère m'a appelé un dimanche, un problème d'iPad. Encore le mot de passe de l'identifiant Apple. Cela arrive toutes les 6 semaines. Je conduis 20 minutes, je m'assois au comptoir de sa cuisine. Et je répare quelque chose qu'une vidéo YouTube de 3 minutes pourrait expliquer. Ça ne me dérange pas, ou plutôt, ça ne me dérangeait pas. Je me suis assis au comptoir, l'iPad allumé, et j'ai réinitialisé le mot de passe. Elle est allée préparer du thé, le genre qu'elle achète dans une boutique de la rue principale. Qui facture $14 pour une boîte de 12 sachets. C'est un détail qui compte, quand on est le fils qui paie $600 par mois. Pour contribuer à un prêt immobilier que votre mère prétend pouvoir à peine payer. L'iPad s'est synchronisé, et les notifications ont afflué. Une conversation de groupe intitulée Voyage d'été. 6 membres, Vivian,
Gérald, Connor, la femme de Connor, Paige, et 3. Sinon. Je les ai comptés 2 fois, parce que, la première fois, j'ai cru que j'avais loupé le mien. Ce n'était pas le cas. Pas 7, mais 6. J'ai fait défiler l'écran vers le haut. La conversation avait 4 semaines. Le premier message venait de ma mère, daté du 3 mai, ok. J'ai trouvé le Airbnb parfait à Lisbonne. Regardez cette cuisine. Elle a utilisé 3 points d'exclamation. Ma mère n'a jamais utilisé 3 points d'exclamation pour quoi que ce soit que j'ai fait. Des comparatifs de vol pour 6 passagers. Des liens vers des Airbnb à Lisbonne, avec des captures d'écran de la vue depuis la terrasse. Des recommandations de restaurants, tirées d'un blog culinaire que ma sœur suit. Des listes de bagages. Ma mère avait une liste. Ma sœur avait une liste. La femme de Connor avait une liste, qui incluait une marque spécifique de crème solaire coûtant 42 $. Et un chapeau provenant d'un magasin dont je n'avais jamais entendu parler. Il planifiait cela depuis 1 mois. 1 mois détaillé, enthousiaste, et logistiquement bien organisé. Sans moi. Puis, le message. 12 jours après le début de la conversation, ma sœur Paige a écrit à 21h14. Est-ce qu'on devrait le dire à Ethan? La réponse de ma mère, 11 minutes plus tard à 21h25. Il va seulement rendre ça gênant. Au dernier voyage, il n'a presque parlé à personne. Mon père, 4 minutes après cela, à 21h29, dites juste qu'on ne fait pas de voyage cette année. 3 personnes, 3 messages, 16 minutes, une seule décision. Ma sœur a demandé. Mes parents ont répondu. Le vote était unanime. Ne lui dites rien. Laissez-le croire au mensonge, et passez à vos listes de bagages. Ainsi qu'aux marques de crème solaire. J'ai reposé l'iPad, et j'ai terminé de réinitialiser le mot de passe. Ma mère est revenue avec le thé. Dans un mug avec un éclat sur la hanse que j'avais remarqué il y a 3 ans. Et qu'elle n'avait toujours pas remplacé. J'ai dit, c'est réparé. Elle a répondu, tu me sauves la vie, mon chéri. J'ai pris le volant pour rentrer chez moi, je n'ai pas dit un mot sur la conversation. Je n'ai pas pleuré, et je n'ai appelé personne. J'ai conduit jusqu'à la maison, je me suis assis sur mon canapé. Et j'ai fixé le mur derrière ma télévision pendant environ 40 minutes. Le mur a une petite fissure près du plafond, que j'avais l'intention de reboucher. J'ai fixé la fissure, et j'ai réfléchi au mot gênant, et à ce que cela signifie. Quand votre propre mère l'utilise pour vous décrire aux membres de la famille. Qui ont tous approuvé. Le passé, parce que vous devez comprendre l'aspect financier. Il y a 3 ans, mes parents m'ont fait asseoir dans leur salon. Le canapé avait encore l'emballage en plastique sur les coins, de quand ils l'ont acheté en 2019. Chose que ma mère n'a jamais retirée parce qu'elle protège le tissu. C'est une phrase qui me donne envie de hurler dans un oreiller, mais c'est un tout autre sujet. Ils m'ont dit qu'ils avaient du mal à payer le prêt immobilier, de 2,100 $ par mois. Les heures de Gérald à l'entrepôt avaient été réduites de 40 à 32. Vivian travaille à temps partiel dans une clinique dermatologique, à la réception, pour 17,50 $ de l'heure, 24 heures par semaine. Ils m'ont demandé si je pouvais les aider. J'ai dit, oui. 600 $ par mois, virement automatique, le premier de chaque mois, pendant 3 ans. 36 paiements. 21,6 $. J'ai configuré le virement automatique sur mon téléphone, dans le salon. Pendant que ma mère préparait du thé, et que mon père regardait un match de baseball. Avec le son trop bas pour l'entendre, mais trop fort pour l'ignorer. Connor ne donne rien. On ne lui a jamais rien demandé. Je le sais, car j'ai demandé à ma mère, une fois lors de la 2e année, si Connor aidait. Elle m'a répondu, Connor a ses propres dépenses. Tu sais comment c'est. Ces dépenses comprenaient la location d'une voiture qu'il ne pouvait pas se permettre. Et un abonnement dans une salle de sport qui facture 89 $ par mois. 2 choses que j'ai apprises grâce à Léa. Paige ne donne rien. On ne lui a jamais rien demandé non plus. Je suis le seul enfant qui contribue au budget de la maison.
Et je suis l'enfant qui n'est pas inclus dans les vacances familiales. J'ai fait le calcul, un soir, assis à la table de ma cuisine. Avec une application de calculatrice ouverte. Et un sentiment dans la poitrine que je ne pouvais pas nommer. La part estimée de ma mère pour le voyage au Portugal, divisée entre les 4 adultes payants. Environ 400 $. Mon paiement mensuel pour leur prêt immobilier, 600 $. 4 mois de mon argent. La femme qui a raconté à 3 proches 3 mensonges différents sur la raison pour laquelle je n'étais pas au Portugal. A financé sa part du voyage avec 4 mois de virements provenant du fils qu'elle a exclu de la conversation de groupe. Je suis resté avec ce calcul en tête pendant un moment. J'ai préparé une cafetière pleine. Je ne me suis pas servi de tasse. J'ai juste écouté la machine faire du goutte à goutte, inlassablement. Il y a 2 ans, j'ai été brièvement fiancé. À René. Ça n'a pas marché. Les détails ne font pas partie de cette histoire, à l'exception d'un seul. Mes parents avaient promis de contribuer à hauteur de 5,000 $ pour le mariage. Quand les fiançailles ont été rompues, je n'ai jamais réclamé cet argent. Le chagrin a le don de vous faire oublier les choses qu'on vous doit. Parce que vous êtes trop occupé à survivre à des choses que vous ne méritiez pas. À Noël dernier, j'ai surpris une conversation téléphonique de ma mère, dans la cuisine. Où elle mentionnait le fonds pour le Portugal. Les 5,000 $ qu'ils avaient promis pour mon mariage. Le mariage qui m'avait déjà brisé une fois a été redirigé vers les vacances qui m'ont brisé à nouveau. Ils ont financé mon exclusion. Avec l'argent qu'ils me devaient pour un événement de vie qui n'a pas survécu. 2 cœurs brisés, pour les mêmes 5 000 $. Le présent. Le passeport. Je me suis souvenu de quelque chose, datant de 4 mois avant l'histoire de l'iPad. Un mardi soir, lors d'un dîner chez mes parents. Un rôti de bœuf. Le genre que Gérald prépare, selon une recette qu'il utilise depuis 1998. Qui implique trop d'oignons et pas assez de sel, mais que personne ne corrige. Apparemment. Corriger Gérald sur son rôti est une activité à plus haut risque que de co-signer la voiture de Connor. Ma mère était au fourneau, remuant la sauce, et elle a dit avec désinvolture, sans me regarder. « Est-ce que ton passeport est toujours valide ?» J'ai répondu, « Non, il a expiré l'année dernière. » Elle a dit, « Tu devrais le renouveler un de ces jours. » Elle s'est remise à remuer sa sauce. Elle n'en a plus jamais parlé. Elle n'a pas proposé de m'aider. Elle n'a pas suggéré qu'on y aille ensemble. Elle a juste enregistré l'information, et est passée à autre chose. 4 mois plus tard, elle a réservé un voyage international pour 6 personnes. 6 passeports ont été renouvelés. Le mien, celui dont elle avait confirmé l'expiration en préparant le rôti, était le seul resté dans un tiroir. Elle a posé la question, juste pour connaître la réponse. Ce n'était pas de la bienveillance. C'était une vérification du périmètre. Elle s'assurait que la clôture n'avait pas de faille. Avant de construire la cour dans laquelle elle ne voulait pas de moi. Ils ont choisi le Portugal, parce qu'ils savaient que je ne pourrais pas les suivre. Même si je la prenais. Une destination internationale, avec un délai de préavis de 6 semaines. Et le seul fils qu'ils ont exclu, par hasard, avait un passeport expiré qu'ils avaient pris soin de vérifier 4 mois plus tôt. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la logistique. Ils se trompaient sur un point. Ils pensaient que le passeport expiré était un mur. C'était une porte. J'avais juste besoin de 189 $ et de 48 heures pour l'ouvrir. Mardi matin. Bureau de poste sur Grand Street. 9h15, traitement accéléré des passeports. 189 $ au total. 60 $ pour la demande. 129 $ pour le service accéléré. Payé avec une carte de débit de la coopérative de crédit, dont ma famille ignore l'existence. L'employée était une femme prénommée Patrice, avec des lunettes de lecture sur une chaîne en perles. Et un tampon encreur qui frappait le comptoir comme le marteau d'un juge. Elle a regardé ma photo, a regardé mon visage, a plissé les yeux, a ajusté ses lunettes, et a dit « Quelque part de bien.
J'ai répondu, quelque part de mieux. Elle a mis un coup de tampon, et a fait glisser le reçu sur le comptoir sans ajouter un mot. Patrice a compris. Je ne sais pas comment, mais elle a compris. Je l'ai récupéré 48 heures plus tard. Jeudi. Le même bureau de poste. Le même comptoir. Patrice n'était pas là, mais la marque du tampon était sèche, et le passeport était réel. Une couverture bleue. Un lettrage doré. États-Unis d'Amérique. Valide pour 10 ans. Je l'ai tenu dans mes mains, sur le parking, pendant environ 30 secondes. Le document qui, selon ma famille, devait me clouer au sol. Je l'ai glissé dans la poche de ma veste, et j'ai conduit jusqu'au travail, la vitre baissée. Même s'il faisait à peine 10 degrés et que mon chauffage était allumé. Ce qui n'avait aucun sens pratique, mais qui me semblait tout à fait juste. Au travail, j'ai soumis une demande de congé payé pour 2 semaines. Derek, mon patron, qui porte les mêmes baskets New Balance 574 grises tous les jours. Peu importe la saison, la météo, les événements d'entreprise. Ou le jugement silencieux des ressources humaines. A regardé le formulaire de demande pendant son déjeuner. C'était une barre protéinée qu'il mangeait depuis 40 minutes. Parce que Derek mange les barres protéinées de la même manière que les gens normaux lisent des romans. Lentement, et avec un engagement profond. Il a dit, tu n'as jamais pris plus de 3 jours de repos. Tout va bien? J'ai répondu, une situation familiale. Il l'a approuvé en 4 secondes. Il n'a pas posé plus de questions. La première personne à remarquer que je faisais quelque chose de différent pour moi-même. Était un homme qui ne m'a jamais demandé mon deuxième prénom. En 6 ans passés à partager un même mur. Ce n'est pas une critique envers Derek. C'est une critique envers tous ceux qui auraient dû le demander, et qui ne l'ont pas fait. Ce soir-là, 23 heures. Mon appartement. Le canapé. Un reste de rigatoni d'il y a 2 jours. À température ambiante. Manger directement à la casserole. Parce que faire la vaisselle me semblait être un engagement que je n'étais pas prêt à prendre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je l'ai posé en équilibre sur un coussin. Et j'ai réservé un voyage pour les Maldives. Une villa sur pilotis, dans un complexe sur lequel je me renseignais depuis 2 semaines. 47 avis étudiés. 6 complexes comparés. Des vidéos de drones visionnées. Des horaires des marées analysées. Pour le plancton bioluminescent qui brille dans les eaux peu profondes, la nuit. 5 nuits. 4,2 cents d'hébergement. Des vols en classe affaires via Dubaï. 3,8 cents. Les transferts vers le complexe, la demi-pension, une excursion de plongée avec tuba. Et une séance photo au coucher du soleil. 1,4 cents. Total, 9,4 cents. Plus que tout le voyage au Portugal de la famille entière, pour 6 personnes. Je l'ai réservé entre 2 bouchées de pâtes froides, en sous-vêtements, un mardi soir. Ce qui est apparemment la façon dont on planifie la décision financière la plus importante de sa vie. L'email de confirmation est arrivé à 23h47, pendant que je lavais la casserole. Je l'ai lu avec les mains mouillées, et du savon sur le poignet. Je n'ai pas célébré. Je n'ai appelé personne. J'ai juste confirmé la réception de l'email, je me suis séché les mains. Et je suis allé me coucher. L'ordinateur portable est resté ouvert sur le canapé. La confirmation brillait sur l'écran, dans l'appartement plongé dans le noir. Comme une petite promesse bleutée. Pendant que je planifiais tranquillement, la famille postait des photos depuis le Portugal. Connor sur un balcon à Lisbonne. Un verre de vin dans une main, son téléphone dans l'autre. La légende, prendre du temps pour ce qui compte. 14 j'aime de son groupe d'amis. Paige, au coucher du soleil, sur le fleuve Tage. Le bras de 3 autour de sa taille. Tous les 2 éclairés à contre-jour, comme s'ils tournaient dans une pub pour du parfum. Ma mère était identifiée sur chaque photo. Souriante. Coiffée. Portant une écharpe que je n'avais jamais vue. Ce qui signifie qu'elle l'avait achetée pour le voyage. Ce qui signifie qu'elle avait dépensé de l'argent en accessoires pour des vacances.
financé en partie par les $600 que j'envoie chaque mois, et par les 5,000 $ qu'il me devait pour un mariage qui n'a pas eu lieu. J'ai compté les photos, parce que c'est ce que je fais maintenant. 14 photos sur 6 jours. Des dîners de groupe, dans des restaurants avec des murs en faïence et des cartes des vins. Des rues pavées. Mon père, tenant un pastel de nata devant une boulangerie, comme s'il avait inventé la pâtisserie. Connor et sa femme, prenant la pause en couple sur un pont. Paige et 3 dans un vignoble. Un selfie familial à un point de vue. 6 visages, tous présents à l'appel. 14 photos. 0 mention de mon nom. Pas un « j'aimerais que tu sois là ». Pas un tag. Pas un emoji. Pas même une notification suggérant que quelqu'un avait tapé mon nom, avant de l'effacer. J'étais effacé avec un tel soin, qu'un étranger regardant ce fil d'actualité supposerait que Vivian et Gérald n'avaient que 2 enfants, et un gentil gendre. Je ne manquais pas seulement sur les photos. Je manquais dans le concept même. L'idée de la famille qu'ils affichaient n'incluait pas un 3e enfant. Ça n'a jamais été le cas. Le 4e jour au Portugal, ma mère m'a envoyé un SMS en privé. Séparément de la conversation de groupe, évidemment. Car le groupe était l'endroit où vivaient les vraies informations. Et le message privé était l'endroit où elle jouait la comédie. Hey, mon chéri. J'espère que tu vas bien. Tu me manques. Un point d'exclamation. Un mensonge. Elle se tenait sur un balcon de Lisbonne, avec les 5 personnes qu'elle avait choisies à ma place. Et elle a tapé « tu me manques ». Avec les mêmes doigts qui avaient tapé « il va seulement rendre ça gênant ». J'ai lu le message. J'ai fait une capture d'écran. Je n'ai pas répondu. La capture d'écran a rejoint un dossier sur mon téléphone que j'avais commencé à tenir. Étiqueté épreuve. 11 éléments maintenant. Des SMS. Des captures de la conversation de groupe. Une photo de l'historique du navigateur. Une photo des 3 passeports renouvelés, posés dans le tiroir. Je ne sais pas ce que je ferai de ce dossier. Je sais juste qu'il s'étoffe. Les Maldives. Jour 1. J'ai atterri à 14h40, heure locale. À l'aéroport international de Malé. Le terminal sentait le sel marin, le carburant d'avion. Et la crème solaire des touristes devant moi, dans la file de la douane. L'aéroport est situé sur une île si petite que l'on peut voir les 2 côtes depuis la piste d'atterrissage. Vous prenez un hors-bord pour rejoindre le complexe. 20 minutes sur une eau d'une couleur que je n'avais vue que sur des écrans de veille. Turquoise. Pas métaphoriquement. Réellement, littéralement turquoise. Comme si quelqu'un avait photoshopé l'océan, et avait oublié d'en baisser l'intensité. Le conducteur du bateau était un type nommé Rachid, qui montrait les dauphins en chemin. Et semblait sincèrement ravi à chaque fois que l'un d'eux sautait. C'est-à-dire toutes les 30 secondes. Comme s'il les voyait pour la première fois, alors même qu'il fait ce trajet 8 fois par jour. Un membre du personnel m'a offert une serviette froide. Et un verre de quelque chose à base de mangue et de fruits de la passion. J'ai pris les 2. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de froid. Pas d'excitation. Quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots. 31 ans passés à dépenser chaque dollar pour des factures, des certifications. Des prêts immobiliers qui n'étaient pas les miens, et des réparations d'iPad. Et c'était la toute première fois que l'argent quittait mon compte. Et revenait sous la forme de quelque chose que je pouvais ressentir sur ma peau. La villa sur pilotis avait un panneau de sol en verre, dans le salon. Des poissons nageaient sous mes pieds, pendant que je me brossais les dents, le premier matin. Je me tenais là, la brosse à dents pendant de ma bouche. Regardant un poisson perroquet naviguer à travers le corail, sous ma salle de bain. Et j'ai commencé à rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. Je suis un gars qui mange des rigatoni froids à même la casserole. Qui répare l'identifiant Apple de sa mère toutes les 6 semaines. Et je regarde des poissons à travers mon plancher. Le décalage entre la personne que ma famille pense que je suis, et l'endroit où je me tenais, était si vaste, que j'aurais pu y garer un hors-bord. Je n'ai rien posté pendant 3 jours.
J'ai vécu le voyage. J'ai fait de la plongée libre au-dessus d'un récif, qui donnait l'impression que quelqu'un avait engagé un décorateur d'intérieur pour l'océan. J'ai mangé du maï-maï grillé sur la terrasse, pendant que le soleil plongeait dans l'eau comme s'il avait un rendez-vous à honorer. J'ai lu un livre que je trimballais dans mon sac depuis 2 ans. Un livre de poche sur un homme qui traverse l'Espagne à pied. Le genre de livre qu'on achète à l'aéroport, et qu'on emmène partout. Comme la promesse qu'on finira par s'asseoir assez longtemps pour le lire. Je l'ai lu en 2 jours. Le 3e soir, j'ai marché jusqu'au rivage après la tombée de la nuit. Et l'eau peu profonde brillait. Du plancton bioluminescent. Une lumière bleu-vert dans chaque ondulation, dans chaque empreinte, dans chaque vague. Je suis resté là, pieds nus, pendant 20 minutes. Le sable était encore chaud de la journée. L'eau était fraîche. Le ciel comptait plus d'étoiles que je n'en avais jamais vues. Car il n'y a aucune ville à des centaines de kilomètres à la ronde. Personne sur Terre ne savait où j'étais, à l'exception de Rachid, et d'un poisson perroquet. Jour 4. Coucher du soleil. J'ai demandé à un photographe du complexe de prendre une seule photo. Moi, sur la terrasse. L'océan derrière moi. Le soleil qui se couche. Portant une chemise en lin, que j'avais achetée à la boutique de l'hôtel. Car je n'avais rien emporté qui correspondait à l'endroit où j'étais. Une métaphore que je n'avais pas prévue. J'ai regardé la photo sur l'écran de l'appareil. Je n'avais pas l'air heureux. J'avais l'air apaisé. Je l'ai posté à 21h47, heure des Maldives. 13h47 à la maison. L'heure de pointe pour faire défiler son fil d'actualité. Géolocalisation, les Maldives. Pas de légende. Juste la photo. J'ai posé le téléphone sur la rambarde de la terrasse, je suis rentré à l'intérieur. Je me suis servi un verre d'eau, et je l'ai bu lentement. Je n'étais pas nerveux. J'étais lucide. Il y a une différence. Paige l'a trouvée en premier. Elle était en pause déjeuner, à l'agence de marketing où elle travaille. Elle a fait défiler 3 publicités, 2 vidéos de recettes. Et une vidéo du Golden Retriever de quelqu'un. Puis, elle s'est arrêtée. Son frère. Debout sur l'eau. Géolocalisation aux Maldives. Déjà 847 j'aime de la part de mon réseau. Des collègues, des clients freelance. Des gens appartenant à cette partie de ma vie que ma famille n'a jamais visitée. Parce qu'ils n'ont jamais posé de questions. Elle a fait une capture d'écran. L'a envoyée dans le groupe de discussion. Celui dont je ne faisais pas partie. Son message, est-ce que quelqu'un était au courant de ça? Ma mère a répondu en 11 secondes. 11 Léa a chronométré. C'est quoi ça? Pas de point d'interrogation. Juste de l'incompréhension. Mon père, 30 secondes plus tard, où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour ça? Pas ça a l'air incroyable. Pas tant mieux pour lui. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? La première question posée par un homme qui a reçu 21 600 $ de ma part était de savoir si mes dépenses interféraient avec ses rentrées d'argent. Connor n'a pas répondu pendant 6 heures. Un seul mot, waouh. 6 heures pour produire une syllabe. Les commentaires ont commencé à affluer. Pas de la famille. De tous les autres. Des collègues à qui je parlais à peine. Des clients freelance dont j'avais construit les sites web à 1h du matin. D'anciens camarades de classe. Tu vis un rêve, mec. Tu le mérites tellement. Ethan. Ethan. Où est-ce que ça se cachait? 47 commentaires de gens qui me célébraient sans qu'on le leur ait demandé. Sans avoir besoin d'une conversation de groupe pour se coordonner. Ma mère a lu chacun d'entre eux. Léa m'a dit qu'elle avait rafraîchi la publication toutes les 20 minutes, pendant 3 heures. 47 étrangers disaient à son fils qu'il méritait de belles choses. Elle ne l'avait jamais fait. Puis, mon père a appelé. Le premier appel direct en 2 mois. Il n'a pas dit félicitations. Il n'a pas dit ça a l'air magnifique. Il n'a pas demandé si l'eau était vraiment de cette couleur. Il a dit, comment peux-tu te permettre ça, alors que tu as déjà du mal à suivre pour nous aider?
Je me tenais sur la terrasse. Le ciel était devenu violet. L'océan était plus bruyant la nuit, ce que personne ne vous dit. J'ai répondu. J'ai arrêté les $600 le mois dernier. Tu le remarqueras au prochain cycle de facturation. 8 secondes de silence. J'ai compté. Je compte tout, maintenant. Tu ne peux pas juste arrêter ça. Regarde-moi faire. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone face contre la rambarde. Le bois était chaud sous mes pieds. L'air sentait le sel, et le frangipanier. La voix de mon père résonnait encore dans mon oreille. Et elle ne posait pas de questions sur son fils. Elle posait des questions sur $600. C'est le son que fait une famille, quand elle a confondu une personne avec un plan de paiement. Nana Ruth a vu la photo, parce que Léa l'a partagée. Elle a 81 ans. Elle utilise Facebook prudemment, lentement, trouvant parfois quelque chose qui change tout. Elle m'a appelé directement. Sa voix ressemble à celle de quelqu'un qui parlerait à travers de la laine chaude. Elle m'a dit, ta mère m'a dit que tu ne pouvais pas venir au Portugal, à cause du travail. J'ai répondu, elle m'a dit qu'il ne partait pas en voyage cette année. Silence. Juste sa respiration. Le son d'une femme qui découvre ce que sa fille est devenue. Je vais appeler ta mère, tout de suite. Elle l'a fait. 45 minutes. Je ne sais pas ce qui s'est dit. Mais ma mère n'a rien posté sur les réseaux sociaux pendant les 2 semaines qui ont suivi. Nana Ruth n'élève jamais la voix. Elle la baisse. Et quand elle la baisse, les gens écoutent. De la même manière qu'on écoute le tonnerre qui se rapproche. La vérité sur Connor est arrivée par Léa, un jeudi soir. À 23h. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle m'a envoyé un SMS. Tu devrais savoir. Connor n'avait pas besoin de faire une pause au travail. Il a été viré 2 mois avant le Portugal. Viré. Du poste de vendeur que l'ami de mon père lui avait trouvé. Dans une entreprise d'équipement médical. 95,000 $ de salaire. Le genre de boulot qu'on ne perd pas, à moins de vraiment faire des efforts pour le perdre. Léa n'avait pas toute l'histoire, mais elle en savait assez. Des objectifs ratés pendant 3 trimestres consécutifs, un avertissement écrit en mars. Un dernier avertissement en avril, et un licenciement en mai. Le voyage au Portugal a été réservé en juin. Mes parents le savaient. Ils ont financé la part de Connor, environ 1,8 cents, parce qu'ils n'avaient aucun revenu. La pause dont mon frère avait besoin n'était pas due au stress. C'était une pause par rapport aux conséquences de son propre échec. Les vacances en famille n'étaient pas du repos. C'était une couverture. Une mise en scène à 6 personnes, conçue pour que l'enfant prodige se sente encore prodige. Pendant une semaine de plus. Ils m'ont exclu, non pas parce que je n'avais pas besoin de repos. Mais parce que ma présence avec un emploi, stable, travaillant en freelance sur le côté. Et envoyant $600 par mois pour la maison qui soutenait discrètement Connor aurait rendu la comparaison impossible à éviter. 2 frères à la même table de petit déjeuner. L'un avec un travail. L'autre sans. L'un payant le prêt immobilier de la famille. L'autre étant entretenu par la famille. Il ne voulait pas que ces mathématiques soient visibles. Mon exclusion n'avait rien à voir avec le fait que je sois gênant à table. C'était lié au fait que Connor n'était pas capable de s'asseoir en face du frère qui possédait tout. Ce qu'il venait de perdre. Ils ne m'ont pas laissé de côté parce que je ne comptais pas. Ils m'ont laissé de côté parce que je comptais trop, dans la mauvaise direction. Le premier mois sans les $600, rien. Le silence. Comme si ça ne s'était pas produit. Je me suis demandé s'il l'avait même remarqué. Le deuxième mois, mon père a appelé. Un ton différent. La voix pragmatique qu'il utilise quand il appelle pour de l'argent. Tout en faisant semblant que c'est un appel de courtoisie. 15 secondes de « Comment va le travail ?» avant de changer de sujet. Il a dit que le prêt immobilier était arrivé à échéance, et qu'il leur manquait $600. J'ai dit, je pensais que la famille se portait assez bien, pour s'offrir des vacances à 7,2 cents $. Il a répondu, c'est différent.
J'ai demandé, en quoi? 12 secondes de silence. J'ai compté. Il n'a pas répondu. Les parents qui pouvaient se permettre le Portugal pour 6 ne peuvent pas couvrir leur prêt immobilier sans le fils qu'ils n'ont pas invité. Je n'ai pas proposé de reprendre les paiements. Je n'ai pas comblé le silence avec une explication. J'ai juste laissé ce silence s'installer sur la ligne téléphonique entre nous. Comme un meuble qu'aucun de nous ne voulait déplacer, mais que nous pouvions tous les deux voir. Léa m'a envoyé 3 captures d'écran au cours de la semaine suivante. Des messages privés que ma mère a envoyés à 3 proches différents. Pour expliquer pourquoi je n'étais pas au Portugal. Version 1. À tante Carole, Ethan a eu un empêchement au travail. Il n'a pas pu obtenir de jours de congé. Version 2. À oncle Pet, il a dit qu'il ne voulait pas venir. Tu sais comment il est. Version 3. À Doris, la voisine de Nana Ruth, nous lui avons proposé, et il a refusé. Il préfère être seul. 3 histoires. 3 mensonges. Aucun ne correspond. Ma mère a bâti 3 fictions distinctes, pour 3 publics distincts. Et aucune n'incluait la vérité. À savoir, qu'elle a créé une conversation de groupe, exclut un de ses fils. Vérifié que son passeport était expiré, choisit une destination internationale. Lui a dit qu'il n'y avait pas de voyage, et a utilisé son argent pour le payer. Léa m'a envoyé les 3 captures, avec un message, « Je suis désolé. Mais il faut que tu vois ça. » Elle s'excuse toujours, avant de m'envoyer des choses qui changent ma façon de voir ma famille. Je crois à ses excuses. Et je crois aussi aux captures d'écran. 6 mois ont passé. 6 mois de mardi. 6 mois à voir le premier du mois arriver sans un virement de $600. Et sans que personne ne m'appelle pour me remercier d'avoir arrêté. Puisque personne ne m'avait jamais appelé pour me remercier de les avoir envoyés. 6 mois d'appels de ma mère, passant d'un rythme hebdomadaire à bi-hebdomadaire, puis mensuel. Puis plus rien. Ce qui était logique, car ces appels ne concernaient jamais ma personne. Ils concernaient ce que je pouvais faire pour eux, et une fois que ces actions ont cessé. La sonnerie du téléphone a cessé aussi. 6 mois sans que Connor n'envoie de SMS, ce qui était mathématiquement identique à avant. Sauf que maintenant, je mesurais l'absence de nouvelles. Au lieu de l'excuser par un emploi du temps soi-disant chargé. Il n'était pas occupé. Il était au chômage. Il n'envoyait juste pas de messages. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un en automne. Je l'ai rencontrée dans une librairie. Elle lisait le même livre que j'avais terminé aux Maldives, celui sur la traversée de l'Espagne. Soit c'est une coïncidence. Soit l'univers a un sens de l'humour que je ne suis pas outillé pour évaluer. Elle partage l'addition, pose des questions, et écoute les réponses jusqu'au bout. Elle a remarqué mon passeport sur le bureau, la 3e fois qu'elle est venue. Et m'a demandé où j'étais allé. Je lui ai dit. Elle a répondu, c'est super pour toi, et elle le pensait sincèrement. Elle n'a pas demandé combien ça avait coûté. Elle n'a pas demandé pourquoi j'y étais allé seul. Elle a juste dit ça, et est passée à autre chose. C'est tout ce que je dirais sur elle, parce que ce n'est pas un personnage dans une histoire. C'est une vraie personne. Derek a eu une promotion. Il m'a emmené déjeuner pour fêter ça. Il a commandé 2 sandwichs, et il a mangé les 2. C'est la marque de fabrique de Derek, et personne ne l'a jamais remise en question. Parce Derek a mérité ses sandwichs, par 6 années de compétences silencieuses. Et de loyauté envers ses New Balance grises. Il a dit, tu as l'air différent ces derniers temps. J'ai répondu, j'ai fait un voyage. Il a dit, ça a dû être un beau voyage. Il est retourné à son 2e sandwich. Derek n'a pas besoin de connaître toute l'histoire. Il a juste remarqué le changement. Pour Derek, ça suffit. J'ai retrouvé mon passeport dans un tiroir de mon bureau, la semaine dernière. Je cherchais un câble de chargeur. J'ai ouvert le tiroir. Il était là. Couverture bleue. Un seul tampon. Maldives. De l'encre bleue pressée sur une page couleur crème. Je l'ai ouvert, et j'ai regardé le tampon.
De la même manière qu'on regarde le reçu de quelque chose qu'on est heureux d'avoir acheté. Pas l'objet en lui-même, juste la preuve qu'on l'a fait. La preuve qu'on y était. La preuve que la version de vous qui mangeait des rigatoni froids à la casserole. Et qui envoyait $600 par mois à des gens qui ne l'invitaient même pas à dîner. Est aussi la version qui s'est tenue au-dessus de l'océan Indien. Et qui n'a pas regardé son téléphone pendant 3 jours. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à chercher des vols. Pas pour prouver quoi que ce soit. Pas pour poster quoi que ce soit. Pas pour forcer qui que ce soit à fixer une conversation de groupe, et à taper « C'est quoi ça ?» Juste parce que le passeport fonctionne maintenant, et moi aussi. J'ai mis 3 destinations dans mes favoris. Je n'ai encore rien réservé. L'onglet est resté ouvert. J'ai fermé l'ordinateur, et la petite lumière bleue est restée allumée dans la pièce sombre. Comme une promesse que je me suis faite à moi-même. Une promesse que je n'ai pas besoin de tenir dans l'immédiat, mais que je tiendrai, un jour. La semaine dernière, j'ai créé une conversation de groupe. Mes 2 amis proches, Marcus et John. Derek, qui a dit oui avant même d'avoir fini sa barre protéinée. La femme que je fréquente, qui a tapé absolument avec un point à la fin. Parce qu'elle est le genre de personne qui utilise des points dans ses SMS. Et qui leur donne tout leur sens.